Bonjour à tous. Merci à la Société de Cardio et aux organisateurs ainsi qu'à Dr Kamoun de m'avoir associé à cette session pour vous parler de la viabilité myocardique en IRM, enfin, en imagerie, mais vous comprenez très bien que je vais vous parler de l'IRM. Alors, en attendant que la présentation se mette, pourquoi on va parler de ce sujet d'insuffisance cardiaque d'origine ischémique? Parce que l'ischémie est la cause la plus fréquente d'insuffisance cardiaque. Et puis l'ischémie, enfin la dysfonction ventriculaire, elle est le résultat de plusieurs facteurs. Il y a l'ischémie, il y a l'hibernation, la sidération et la nécrose avec la fibrose. Voilà, je n'ai pas de camp. Voilà, pourquoi va-t-on parler, comme je l'ai dit, de cette insuffisance cardiaque? Parce que chez ces patients-là, il va y avoir des questions qui sont cruciales. D'abord, y a-t-il du muscle viable? Peut-on améliorer la FEVG? Peut-on améliorer la survie? Faut-il revasculariser? Faut-il implanter un défibrillateur? Alors, le concept de viabilité myocardique suppose que sur le plan physiopathologique, il y a une fonction cellulaire qui est complètement normale et cliniquement, elle est définie par la présence d'une dysfonction contractile qui sera récupérable après reperfusion myocardique, et donc ça inclut la sidération et l'hibernation. L'évaluation de la viabilité va reposer sur plusieurs moyens d'imagerie, et je vais vous parler essentiellement, enfin presque exclusivement, de l'IRM cardiaque. Alors, je vous donne une petite idée sur l'activité du service. Sur les 10 ans d'âge de notre IRM, nous avons effectué à peu près 2000 IRM cardiaques, dont à peu près le un quart était destiné à la viabilité, avec une augmentation progressive du recrutement des patients. Alors, la boîte à outils en IRM comporte plusieurs éléments: l'évaluation de la FEVG sur les séquences ciné, l'évaluation de l'épaisseur myocardique, la contraction segmentaire, l'obstruction microvasculaire, la MVO, la cicatrice fibreuse et le rehaussement tardif qui sont le gros lot pour l'évaluation de la viabilité, la réserve contractile et l'ischémie inductible. Sur l'épaisseur myocardique, donc le seuil de 5,5 mm comme à l'échographie prédit la non-viabilité avec une très bonne sensibilité, mais avec une spécificité qui n'est pas énorme, et 20% des segments amincis ayant une charge de fibrose faible vont avoir une augmentation de l'épaisseur après revascularisation. Et comme vous voyez sur ces images, donc là vous avez un myocarde d'épaisseur normale, et là vous avez un myocarde qui est très aminci dans le territoire latéral. Alors, quand on regarde la revascularisation chez les patients qui ont une épaisseur myocardique faible, par exemple ici dans le territoire de l'IVEA, avec une charge de fibrose qui n'est pas énorme, ils vont récupérer leur épaisseur myocardique après revascularisation. La contractilité segmentaire est évaluée sur plusieurs séquences. Donc, elle va être évaluée sur les séquences ciné, des ciné qui sont petit axe, en long axe, etc. Et puis, les territoires qui sont hypokinétiques, akinétiques, dyskinétiques, mais en l'absence de fibrose, peuvent être considérés comme viables. Malheureusement, ça ne marche pas pour les vidéos. Et on peut, sur ces séquences ciné également, faire un feature tracking pour faire l'étude du strain. L'obstruction microvasculaire, habituellement observée dans les infarctus aigus, mais peut persister à la phase chronique. Et c'est un processus dynamique qui est maximal dans la première semaine et qui va devenir plus faible dans le premier mois. Et dans la physiopathologie, inclut plusieurs éléments. Elle est plus fréquente en IRM que le no reflow angiographique, plus fréquente chez les patients avec infarctus large, corrélée au score de sauvetage. C'est un facteur prédictif de survenue de May, c'est facteur prédictif de resténose intrastinte. Comment on va étudier cette obstruction microvasculaire? Malheureusement, je ne sais pas, on peut faire marcher la vidéo. Donc, quand on injecte du produit de contraste, donc, il va passer dans les cavités droite, puis gauche, puis un équilibre, puis un rehaussement du myocarde maximum, et puis un lavage. Et puis, à partir de 8-10 minutes, on n'a plus rien dans le myocarde qui va se voir. La vidéo à gauche, s'il vous plaît. Donc, comment on va voir la MVO? On va la voir sous la forme d'un liseré noir, une hypoperfusion qui va se dessiner. Et puis, cette hypoperfusion, elle peut disparaître sur le rehaussement tardif, comme elle peut persister partiellement ou totalement sur ces séquences de rehaussement tardif.
Pour la cicatrice fibreuse, donc comme on l'a dit, le myocarde normal, au bout de 8 à 10 minutes, il n'y a plus rien comme gadolinium dans le myocarde. Et quand on a un infarctus aigu, on a une lyse cellulaire, on a de l'œdème, et donc on aura du gado qui va passer dans l'espace extracellulaire et à l'intérieur des cellules lysées, et donc on aura du rehaussement tardif. Et puis à la phase chronique, c'est remplacé par du collagène, et donc ça va également prendre le contraste. Et donc vous comprenez très bien, tout ce qui est rehaussé en rehaussement tardif est mort. Alors, la transmuralité de ce rehaussement tardif est fonction du temps. Plus on avance dans le temps sans revasculariser, plus on va avoir de la transmuralité. Et plus c'est transmural, moins c'est viable et moins il y a de chances de récupération. Et on considère qu'inférieur à 50% d'épaisseur myocardique, le muscle est encore viable, récupérable. Et à partir de 50%, ce n'est plus récupérable. Comment on va évaluer la distribution? En segments, les 17 segments de l'ANIA, en territoire myocardique, et en confrontant à la coronarographie, on va voir dans quel territoire on va avoir du muscle viable. Et ça, c'est important parce que la présence de viabilité, si elle est concordante avec les données de l'angiographie, on va revasculariser l'artère qui est concernée. Alors ici, un exemple d'un patient âgé de 54 ans, tabagique, stémie antérieure étendue, non compliqué semi-récent, FEVG à 25% à l'échographie. La vidéo en haut à gauche, s'il vous plaît. Donc, on va voir que dans son territoire antérieur et antéroseptal, le muscle est akinétique. Sur la séquence de perfusion, on voit très bien qu'il y a une hypoperfusion. Et sur les séquences de rehaussement tardif, cette hypoperfusion, elle a persisté partiellement. Et puis, il y a un rehaussement transmural dans 6 sur 7 segments du territoire de l'IVEA. Et donc, c'est un territoire qui n'est pas viable. Donc, la valeur pronostique du rehaussement tardif, la présence de rehaussement tardif de moins de 50% de l'épaisseur myocardique a une sensibilité de 91%, une spécificité de 51% pour prédire l'amélioration fonctionnelle régionale après revascularisation. Il y a une bonne valeur prédictive pour l'amélioration fonctionnelle pour les segments amincis avec une faible charge de fibrose. 10 segments fiables au plus avec dysfonction contractile prédisent l'amélioration de la FEVG de plus de 3%. Le volume de rehaussement tardif et la transmuralité sont des facteurs prédictifs indépendants de survenue de troubles du rythme ventriculaire et de mortalité. Et un volume de rehaussement tardif de plus de 23% prédit la survenue d'effets adverses à long terme, même après resynchronisation. Alors, il a été aussi démontré que les patients avec myocarde viable non revascularisés ou revascularisés de façon incomplète ont 4 fois plus de risque de mortalité. Sur les C-Revived, donc la dernière étude, donc, le résultat qui est important à voir est que le volume du myocarde non viable est associé à la mortalité, à la survenue d'épisodes d'insuffisance cardiaque et à un plus grand risque de non-récupération de la FEVG à 6 mois. Alors, on peut adjoindre à ces séquences-là le stress à la dobutamine, donc faible dose, et le stress à la dobu est supérieur au rehaussement tardif seul pour prédire la viabilité si le rehaussement tardif dépasse 50% de l'épaisseur myocardique. Et puis, le rehaussement tardif et stress dobu ensemble vont avoir une sensibilité de 91%, une spécificité de 81% pour l'amélioration fonctionnelle régionale après revascularisation. Et on va l'interpréter comme vous l'interprétez en écho de stress. Le stress au vasodilatateur va essayer de rechercher une ischémie inductible sur les séquences de perfusion et la présence d'ischémie inductible est un facteur prédictif indépendant de survenue de MACE avec un hazard ratio de supérieur à 2 et elle prédit une meilleure évolution après revascularisation. Alors là, vous avez un exemple qui montre que l'ischémie inductible est plus étendue que le rehaussement tardif. Alors, quand on compare l'IRM de viabilité aux autres méthodes, donc il faut savoir que les études comparatives head-to-head sont très limitées dans la littérature. Donc, on dispose essentiellement de données de méta-analyse qui montrent que si l'IRM, le rehaussement tardif, a la meilleure sensibilité, que l'IRM de stress dobu a la meilleure spécificité et il y a une très bonne valeur prédictive négative.
Je termine le reste de plaques. Donc là, un exemple de discordance entre un SPECT et un LGE, donc absence de rehaussement tardif dans le territoire inférieur, alors qu'on a un défaut perfusionnel lié au diaphragme. Donc en conclusion, l'IRM de viabilité est un examen all-in-one pour l'évaluation de la fonction ventriculaire et la caractérisation tissulaire chez les patients ayant une insuffisance cardiaque d'origine ischémique. La séquence de rehaussement tardif est la séquence clé pour l'évaluation de la viabilité, et le stress améliore la spécificité de l'examen. La présence de viabilité en IRM va aider à la décision de revascularisation, mais n'est pas le seul facteur déterminant. Et l'extension du muscle non viable prédit la non-amélioration de la FEVG, l'augmentation de la mortalité et la survenue de troubles du rythme ventriculaire. Je vous remercie.